Nous avons une image très précise d'une femme noble du XVe siècle, élégante, vêtue des robes les plus somptueuses et blanches. Pourtant, bien que Dido Elizabeth Belle possédât l'allure, l'éducation et la fortune des plus grandes dames de son époque, elle était également une femme métisse. Son existence même allait à l'encontre des préjugés de sa culture. Mais cela ne dérangeait pas Dido le moins du monde. En fait, cette aristocrate audacieuse mena une vie dramatique. Dido Elizabeth Belle naquit dans la tragédie. En 1761, la petite fille vit le jour dans les Antilles britanniques, fille d'une femme noire esclave nommée Maria Belle. Le père de Dido était en réalité Sir John Lindsay, un officier britannique de haut rang âgé de 24 ans, qui posa les yeux sur Maria pour la première fois lorsque ses forces captureront un navire négrier espagnol. Bien que nous ayons peu de traces du consentement de Maria, si fut le coup de foudre pour John Lindsay. Il l'a pris probablement comme concubine, comme le faisaient les hommes blancs du XVIIe siècle. Vers 1765, alors que Dido était une fillette de 5 ans, Sir John Lindsay ramena sa fille avec lui à Londres, en Angleterre. Le père de Dido ne voulait pas que la vie familiale l'entrave. Au lieu de fonder un petit nid d'amour anglais avec sa fille Maria, il les abandonna essentiellement. Il confia Dido à son puissant oncle, le juge William Murray, et poursuivit sa brillante carrière navale à travers le monde. Bien que nous ne sachions pas quelle fut la réaction immédiate de la famille Murray face à l'arrivée de leur nouvelle protégée, Dido, elle ne fut probablement pas enthousiaste. En tant que Lord Chief Justice, William Murray était célèbre pour être un politicien brillant et réformateur. Mais cela ne signifiait pas qu'il était prêt à assumer l'éducation d'une jeune fille étrangère. Et il y avait un autre problème majeur. Dido devait également faire face à son statut d'enfant illégitime en Angleterre. Bien que les nobles soutiennent parfois leurs enfants illégitimes au XVIIIe siècle, ceux-ci n'étaient généralement pas des filles métisses des Antilles. Dido représentait un énorme scandale pour la société policée. Ainsi, les Murray élaborèrent un plan soi-disant ingénieux. En fin de compte, les Murray optèrent pour une approche surprenante concernant Dido. Ils la prirent comme pupille et commencèrent à lui enseigner les compétences classiques d'une dame de l'époque, y compris la lecture, l'écriture et la musique. Ils lui offrirent également la compagnie de sa cousine, Elizabeth Murray, qui vivait également dans leur maison. Puis, ils allèrent encore plus loin. À certains égards, les Murray choyèrent complètement Dido Belle, payant des traitements médicaux coûteux lorsqu'elle en avait besoin, et décorant même sa chambre dans les styles les plus raffinés. Elle se vêtait également des dernières modes, et pouvait s'adonner à d'autres vanités tout en vivant avec eux. Mais il y avait un côté plus sombre à sa vie. Malgré toutes ces belles réalisations, la couleur de la peau de Dido l'empêchait de recevoir le même traitement que sa cousine Élisabeth. Et la famille ne l'accepta jamais vraiment à sa juste valeur. La famille la traitait correctement en privé, mais lorsque des invités importants venaient, les Murray la mettèrent de côté. Et ce n'était que la partie émergée de l'iceberg. Lors des somptueux dîners organisés par les Murray, des preuves suggèrent qu'ils interdisaient à Dido de s'asseoir avec les autres pour partager le repas. Un invité de la maison se souvint que Dido n'entrait qu'après la fin du dîner, pour prendre le café avec le groupe et discuter avec les femmes de la maison. Cependant, sa relation avec ces femmes était encore plus tendue. En raison de sa position incertaine dans la maison, les Murray traitaient probablement Dido moins comme une parente égale, et plus comme une femme de chambre ou une dame de compagnie pour sa cousine Élisabeth. En fait, certains ont suggéré qu'ils ne l'avaient accueillie au départ que pour qu'elle serve de compagne de jeu à la dame plus traditionnelle. Un autre point de friction entre Élisabeth et Dido était qu'Élisabeth était beaucoup plus riche, avec un héritage conséquent qui en faisait une célibataire très convoitée. Dido Belle, en revanche, était dans une position bien différente. Elle était une enfant illégitime de couleur, mais elle avait néanmoins un peu d'argent et une bonne éducation. Cela rendait extrêmement difficile la recherche d'un mari, bien que, comme nous le verrons, Dido y parvint finalement.
Pour accompagner ses difficultés à trouver un prétendant, Dido Bell vécut une véritable histoire de Cendrillon. Par exemple, elle devait souvent s'occuper de la laiterie et de la basse-cour à Kenwood House, bien que son oncle la payât généreusement pour s'occuper des poules. Pourtant, Dido devait savoir qu'elle valait mieux que cela, et elle entreprit de le prouver. Si la première chose que les étrangers remarquaient était la couleur de sa peau, la deuxième était toujours son esprit. Un homme la décrivit comme vive, bien qu'en toute honnêteté, il la qualifia également de ni belle ni distinguée. Malgré le fait que les goûts de l'époque privilégiaient une peau pâle et blanche, l'apparence exotique de Dido la rendait belle et la distinguait de la foule. Aujourd'hui, la renommée de Dido Bell repose sur un tableau notoire. En 1779, la famille Murray commanda un portrait d'Élisabeth aux côtés de Dido, et le tableau qui en résulte montre Dido, métisse, presque sur un pied d'égalité avec Élisabeth. Dire que cela était scandaleux serait un euphémisme, et un détail le prouve. Bien que Dido tienne un plateau de fruits dans le portrait, suggérant peut-être qu'elle est en route pour servir quelqu'un, la main d'Élisabeth repose sur son bras comme celle d'une compagne, et les deux femmes sont vêtues de vêtements tout aussi somptueux qui montrent qu'elles sont toutes deux de noble naissance. En fait, la tenue de Dido est même plus à la mode que les vêtements plus sobres d'Élisabeth. Avec son charme et son intelligence, Dido commença à sérieusement attirer l'attention de son oncle William Murray, qui commença à compter sur elle pour des dictées et d'autres tâches administratives pour ses affaires judiciaires les plus importantes. En cela, Dido était encore une fois une briseuse de règles. Habituellement, ce poste serait revenu à un homme, mais les bons moments ne durèrent pas. Bien que les Murray ne traiteraient pas Dido Bell avec un respect total, leur père les considérait comme scandaleusement progressistes, voire dangereux. En tant que juge, William Murray était soumis à un examen particulier, et beaucoup voyaient son évident attachement pour sa pupille métisse comme un signe qu'il n'était pas capable d'être objectif sur les questions d'abolition. Ils qualifièrent même son parti pris de criminel. Comme nous le verrons, cela eut de grandes conséquences. En 1772, l'oncle de Dido, William Murray, présida l'affaire tristement célèbre Somerset contre Stewart, où le propriétaire d'un esclave évadé voulait renvoyer sa victime en esclavage. Cependant, le droit commun anglais n'avait jamais officiellement légalisé l'esclavage. Le juge trancha en faveur de l'homme libéré, déclarant que l'esclavage était si odieux que rien ne pouvait être toléré pour le soutenir. Mais ce n'était pas tout. Il s'avéra que l'affaire Somerset contre Stewart marqua le début d'un nouvel ordre mondial en Angleterre. Bien qu'elle n'abolit pas complètement l'esclavage en Angleterre, et que Murray lui-même ait déclaré que sa décision ne s'appliquait qu'à ce cas précis, elle établit un précédent qui galvanisa les abolitionnistes et devint leur cri de ralliement. Et Dido pourrait avoir été au centre de ce changement. À l'époque, beaucoup soutinrent que la décision de Murray était entièrement liée à sa pupille, Dido Elizabeth Bell, et que son parti pris en faveur de l'homme libéré venait de son affection pour sa petite nièce. Comme un critique le railla à propos de l'affaire, il sera libéré car Lord Mansfield garde une noire chez lui qui le gouverne, lui et toute la famille. Pourtant, si vous pensez que Dido aurait dû être fier de son oncle, attendez la suite. En 1788, la tragédie frappa Dido Bell. Cette année-là, son père, John Lindsay, mourut à l'âge relativement jeune de 51 ans. Bien que Lindsay n'ait pas vraiment été présent dans la vie de sa fille depuis longtemps, peut-être en engendrant d'autres enfants illégitimes, ce fut une nouvelle rupture avec son passé. Puis son testament fut révélé. Bien que Sir John Lindsay n'eût pas d'héritier légitime, il laissa Milantasna à partager entre ses enfants. Le hic, le nom de Dido, n'apparaissait pas dans son testament. Au lieu de cela, il légua l'argent à deux enfants nommés John et Elizabeth. À première vue,
il semblait que Lindsay avait complètement oublié Dido. Mais l'histoire pourrait être plus complexe. Selon l'historienne Jane Addams, le nom Elizabeth pourrait en réalité se référer à Dido, et aurait pu être son vrai nom, son oncle l'ayant changé en Dido lorsqu'elle arriva en Angleterre. D'un autre côté, peut-être pas. Un autre historien affirme qu'une autre des filles de Lindsay s'appelait Elizabeth et que l'argent lui revint. Aïe. Quelques années après la mort de son père biologique, Dido dut ensuite faire face au décès de sa véritable figure paternelle, William Murray. Elle avait passé presque toute sa vie sous sa garde, apprenant de lui et travaillant pour lui. Ainsi, lorsque Murray rendit son dernier souffle en 1793, cela dut dévaster Dido. Pourtant, une fois de plus, le contenu de son testament révèle une histoire plus sombre. Parce que William Murray était un homme si important, son dernier testament fut publié pour que tous puissent bien le voir, dans le Gentleman's Quarterly de 1793. À cause de cela, l'article exposa les détails intimes de Dido au grand jour, y compris le fait que, tandis que Murray laissait à sa cousine Elizabeth 10 000, il ne laissa à la pauvre Dido que 500 €. Oh, mais ce n'est pas tout. Quiconque consulta les pages du Gentleman's Quarterly cette année-là aurait pu remarquer quelque chose d'étrange. Dans son testament, le grand juge William Murray rendit un soi-disant service à sa précieuse Dido Bell en la libérant de l'esclavage. À première vue, cela semble généreux, mais les implications sont glaçantes. En effet, si William Murray conférait la liberté à Dido Bell dans son testament, cela signifie que techniquement, elle avait été esclave. Tout le temps qu'elle était membre de sa famille, et il n'attendit sa mort pour la libérer. Cela donne une tournure totalement nouvelle et très troublante à la période de Dido avec lui. Bien sûr, certains historiens ont une interprétation bien différente. Selon Paula Byrne, ce dernier testament est en réalité un geste déchirant. Loin de prouver que William Murray était un homme sans cœur qui se moquait du bien-être de Dido, Byrne soutient que le testament de Murray ne faisait que s'assurer doublement qu'après son départ, les gens traiteraient sa nièce comme la femme libre qu'elle était déjà. Mais si c'est vrai, ce n'est pas tout à fait ce qui s'est passé. Si les gens s'attendaient à ce que Dido Bell tombe dans l'oubli après la mort de son oncle Murray, notre héroïne n'avait certainement pas reçu le message. Dido avait passé la majeure partie de sa vie à Kenwood House, à l'écart de la compagnie. Il n'est donc pas surprenant que l'une de ses premières actions, après le décès de son parent, fut de se jeter dans les bras d'un autre homme. Le nouvel amour de Dido était un Français élégant, du nom de Jean-Louis Charles d'Avinières, qui anglicisa plus tard son nom en John d'Avinières. Bien que les circonstances de leur rencontre restent mystérieuses, ils se sont probablement croisés, alors que d'Avinières travaillait comme intendant pour l'une des familles liées aux Murray. Et une fois cela arrivé, l'amour surgit rapidement et intensément. Moins d'1 an après le décès de son oncle William, Dido officialisa sa relation avec son nouvel homme, se mariant avec d'Avinières le 5 décembre 1793, lors d'une cérémonie idyllique dans leur paroisse locale à St. George Hanover Square. C'était à peine le destin qu'une jeune fille des Antilles aurait imaginé avoir, et c'était magnifique, du moins tant que cela dura. Au début, d'Avinières et Dido semblaient destinés à une longue vie de bonheur matrimonial et de félicité domestique. Au cours des 10 années suivantes, Dido et son mari eurent une grande famille, donnant naissance à au moins 3 enfants, tous des fils, dont une paire de jumeaux nés peu après leur mariage. Mais bientôt, la tragédie frappa à nouveau. À l'été 1804, Dido succomba à une maladie inconnue et décéda, laissant son mari s'occuper de leurs jeunes enfants. Malheureusement, nous n'avons presque aucun indice sur ce qu'étaient ses derniers instants et quelle fatalité l'emporta. Elle n'avait que 43 ans,
ce qui était encore relativement jeune pour l'époque. Aujourd'hui, il est difficile pour nous de rendre hommage à Dido Elizabeth Bell en personne, car nous ne savons même pas avec certitude où se trouve sa tombe. La légende raconte qu'un jour, des promoteurs déplacèrent complètement la tombe de Dido Elizabeth Bell, mais d'autres preuves suggèrent qu'elle pourrait encore se trouver sous les champs de St. George, désormais occupés par des lotissements modernes. L'histoire de Dido Bell continue de captiver les gens à ce jour, et il y a eu quelques incursions fictives dans sa vie, y compris le film Belle de 2013, qui met en vedette Gugu Mbatha Raw dans le rôle de Dido dans une histoire cinématographique somptueuse. En dehors de cela, Dido a également inspiré des traitements artistiques dans des comédies musicales et des romans. Merci d'avoir regardé History Exposed. Si vous aimez découvrir les meilleures histoires de l'histoire, aimez et abonnez-vous pour continuer à explorer avec nous. N'oubliez pas de visiter notre page principale, Fact8, pour plus de faits incroyables sur tout.